Yo tout le monde, qui dit vendredi dit nouvel épisode de Fire Force, et donc petite review comme chaque semaine. On se retrouve pour parler un petit peu de l'épisode 17 de cette saison 2. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description comme d'habitude pour ceux qui demandent. On se retrouve directement après le générique pour parler de l'épisode qui était explosif. On a eu dans cet épisode du coup la fin de cet arc centré sur Hajima, ou en tout cas sur cette bataille, et je dois dire que ça m'a surpris parce que je m'attendais pas du tout à une fin pareille. Déjà parce qu'on avait trois camps qui s'affrontaient, et à partir du moment où on a trois camps qui s'affrontent, bah tu t'attends directement à ce qu'il y ait au moins un perdant. Pas forcément un grand gagnant, mais au moins un perdant. Et finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un perdant? Je suis pas très sûr. Alors c'était très sympa en tout cas parce qu'on continue sur la folie de Nataku. La dernière fois, Nataku avait complètement perdu les pédales. Bon, en vrai, ça fait bien longtemps qu'il a perdu les pédales, parce que depuis qu'on le voit, il est simplement hanté par Rekka, et on en apprend un petit peu plus justement sur lui, et justement pourquoi est-ce qu'il est aussi hanté par Rekka, et pourquoi est-ce qu'il est complètement fou, parce que là je pense qu'on peut le qualifier de fou. Et d'ailleurs c'était plutôt sympa parce qu'on apprend notamment que c'est dû à ses parents, parce que ses parents en voulaient toujours plus de lui, et du coup à chaque fois qu'il fait quelque chose, eh bien son objectif c'est de faire de mieux en mieux, ou de réussir à le faire à chaque fois qu'il entreprend quelque chose. Et si on lit ça justement à Rekka qui continue de le hanter, on va dire ça comme ça, eh bien c'est vrai que le pauvre Nataku il est complètement fou. D'ailleurs on avait bien vu ça dans le dernier épisode, et même dans cet épisode-ci on l'a encore vu. D'ailleurs j'ai trouvé que sa folie était très sympa au niveau de comment elle est représentée, on va dire, dans les épisodes, que ça soit par rapport à Rekka qui fait des petites apparitions, par rapport au comportement d'une manière générale de Nataku, par rapport à comment il est designé entre guillemets quand il est fou et tout. À ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était très cool en tout cas. Et puis c'était bien aussi d'en apprendre un petit peu plus sur lui, parce que vu que c'est un pilier, on sait qu'on va le revoir. À un moment donné on va être obligé de le revoir, et je trouve ça intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur les piliers justement, et c'est toujours mieux que de ne rien savoir. Comme sur certains personnages, donc pour le coup c'était plutôt sympa. Alors il s'est passé quand même quelque chose d'incroyable dans cet épisode, et ça par contre, alors je m'y attendais par rapport justement, enfin je m'y attendais pas vraiment, mais c'était possible par rapport à ce qui s'est passé dans le dernier épisode, parce que dans le dernier épisode on a Sharon qui est arrivé pour protéger Shinra, parce que lui son objectif c'est de protéger les piliers, peu importe le pilier, que ça soit Shinra, Omea, peu importe qui, il faut qu'il les protège. Et je dois avouer que là, c'était quand même assez incroyable ce qu'il nous a sorti. Parce qu'on a une attaque incroyable de Nataku. D'ailleurs, Nataku, sa puissance, elle est démesurée, sachant que c'est un gosse et tout. Franchement, c'est assez ouf ce qu'il fait. Et on a Sharon justement qui vient pour sauver tout le monde, parce que si Sharon n'intervient pas, il y a un cratère de je ne sais pas combien de kilomètres qui va se créer autour d'Ajima. Donc tous ceux qui sont là, piliers compris, se font détruire, et ils n'ont pas le temps de se barrer. Donc Sharon intervient justement pour sauver un petit peu la situation. Et quel homme. Franchement, Sharon, je dois avouer que c'est un ennemi qu'on connaît pas vraiment. Je veux dire, au niveau du personnage, on connaît pas sa vie, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, dès qu'il y a du fight et tout, il reste quand même très impressionnant. À chaque fois qu'on le voit, il fait quand même des dingueries, donc à ce niveau-là, c'est toujours cool aussi. Et quand il a commencé à protéger tout le monde et tout, qu'il a réussi à repousser l'attaque de Nataku et à la renvoyer en l'air, je me suis dit, bon ok, je pensais qu'on avait vu quand même une bonne partie de sa puissance quand il s'était battu contre Shinra, etc. Mais finalement, je me dis qu'on est très loin du compte. Et ça, c'est toujours cool, parce que c'est aussi un personnage qu'on va revoir à un moment donné dans tous les cas. Même si Sharon, pour le moment, alors son objectif c'est de protéger les piliers d'une manière générale,
mais je pense qu'il va se passer quelque chose avec lui. Je sais pas trop quoi, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport justement à ce délire de protection des piliers d'une manière générale, parce qu'il peut protéger Shinra à tout moment quand il est dans les parages et tout. Donc je pense que c'est pas la seule fois où on va voir justement qu'il fait quelque chose comme ça. Et finalement, eh bien ce qui se passe, c'est que la personne qui sauve, on va dire, Nataku, c'est Kurono. Alors Kurono, bon, on le savait, c'est quelqu'un qui est hyper fort, donc bon, on savait déjà qu'il allait lui aussi faire des actions de ouf, etc. Sauf que je m'attendais pas vraiment à ce qu'il sauve Nataku avec ses paroles et tout à la fin. En fait, parce que effectivement, c'est lui qui défonce l'espèce de géant là, l'espèce de monstre hein, finalement, qui est autour de Nataku. Et bon, déjà au niveau de ce qu'il fait, franchement, Kurono, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit aussi, c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme Sharon, tu vois qu'il est d'un niveau incroyable. Donc là, c'est aussi le cas. D'ailleurs, j'aime bien ses apparitions par rapport à son design et tout. À certains moments, je trouve que dans ses postures, dans comment il est représenté ou des choses comme ça, j'ai l'impression en fait de voir. C'est un petit peu comme quand il représente Shinra en mode démon. Vous savez, c'est un petit peu le même délire avec Kurono, et je dois avouer que ça passe extrêmement bien aussi à ce niveau-là. Et juste pour ça, bah, je commence à le trouver vraiment cool comme personnage. Vraiment, alors qu'au début, je détestais son design et tout, parce que je déteste sa tête en fait, hein, tout simplement, je la trouve pas incroyable, mais plus je le vois, plus j'aime bien le perso, en tout cas dans ce qu'il produit, etc. Donc ça c'est hyper cool aussi. Et finalement c'est donc lui qui sauve Nataku grâce à ses paroles. Alors c'est une relation très bizarre en fait, hein, parce que Kurono il aime bien les gens qui sont faibles d'une manière générale, et là pour le coup, eh bien il arrive à calmer justement Nataku en lui disant t'es un enfant, t'es faible, reste faible tout simplement, t'as pas besoin de devenir de plus en plus fort et tout. Mais il lui dit ça d'une manière où pour Nataku, il commence simplement à se calmer et il se dit oh c'est vrai je suis pas obligé d'en faire toujours plus et tout, bon ben d'accord. Enfin c'est un petit peu ce délire là. Alors que dans la tête de Kurono c'est plutôt en mode reste faible, comme ça, je peux continuer à te torturer parce que je kiffe torturer les faibles, hein, tout simplement. Les plus forts que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je kiffe, c'est les faibles. Donc, surtout, reste faible. Et c'est vrai que c'est une relation assez chelou entre les deux. Mais, en fait, quand tu la vois comme ça, bah, elle passe bien. Finalement, elle passe bien. Et quand j'ai vu ça, ça m'avait l'air plutôt logique que ça soit tout simplement Kurono qui sauve Nataku. Et j'ai l'impression que c'est même plus logique que ça soit comme ça que, par exemple, Shinra qui intervienne. Parce que Shinra aurait peut-être pu tenter d'intervenir, même si, je sais pas s'il aurait pu faire grand chose. Mais ici, bah, je trouve ça finalement beaucoup plus logique que ce soit Kurono qui vienne et qui arrive à apaiser, on va dire ça comme ça, Nataku. Donc ça, c'était hyper sympa aussi. Du coup, fin d'épisode, on a Shinra, Licht et le commandant qui se rendent, eh bien tout simplement chez Hajima pour parler un petit peu avec le PDG. Et là, il y a quelque chose de très étonnant, même si je trouve que ça reste chelou. Pour moi, il va y avoir une embrouille à un moment donné, c'est pas possible. Parce que le chef d'Hajima, je le trouve très bizarre. Clairement, je le trouve très bizarre. Déjà, il connaît un petit peu les secrets d'Amaterasu et tout, donc il sait que, effectivement, il y a une personne qui a été sacrifiée, et leur objectif, c'est d'avoir, en fait, une espèce de pile entre guillemets secondaire au cas où eh bien il y a un souci avec l'Amaterasu actuelle, comme ça eh bien s'ils ont un autre sacrifice ils peuvent tout simplement continuer à faire fonctionner le monde. Alors personnellement je trouve déjà ça chelou, même si quand on l'écoute c'est vrai qu'il dit ouais dis-toi qu'un sacrifice sauve 15 millions d'humains, donc c'est vrai que quand t'entends ça, sachant que par exemple Shinra, lui il veut sauver des gens, ça serait logique qu'il accepte d'être la pile secondaire. Sauf que finalement il accepte pas parce qu'il y a le commandant qui dit ouais mais on peut peut-être sauver bien plus que ça, etc. Et là on a Vulcan qui arrive et qui annonce qu'il va essayer de construire tout simplement un générateur qui n'a pas besoin de sacrifice. Donc ça serait la meilleure solution finalement, parce que
actuellement, tout ce qui se passe, eh bien, c'est dû au fait justement qu'il y ait besoin de sacrifices pour faire fonctionner les Amaterasu actuels. Donc si Vulcan arrive effectivement à faire ça, eh bien, il pourra en soi éviter d'autres sacrifices. Et à partir de ce moment-là, on a justement le chef de chez Hajima qui accepte de coopérer avec la 8ème brigade. Ça par contre, je dois avouer que je m'y attendais pas. Pour moi, on allait plutôt avoir un espèce de truc où la 8ème brigade, bah, ils allaient être un petit peu dans la mouise par rapport à tout ce qu'ils ont fait, et peut-être même qu'ils allaient être jugés finalement, parce que ce qu'ils ont fait là, c'est pas normal, hein, et c'est pas du tout dans les règles, donc je m'attendais plutôt à un truc comme ça, et finalement là, ils se retrouvent alliés avec Hajima, je pense que ça sonne faux par rapport à ça. Alors pour le moment, autant prendre, on va dire, la coopération, surtout que ça va aider Vulcan dans tous les cas, vu qu'il va avoir des matériaux, etc. Mais pour moi, Hajima, ils ont tout simplement pas tout dit. Ils ont bien d'autres choses, à mon avis. Et surtout, eh bien, ils sont plus proches du grand prédicateur que ce qu'on ne le croit. En tout cas, je trouve. J'ai l'impression que ça sonne vraiment faux à ce niveau-là. Mais on verra bien dans la suite. Alors, je sais pas du tout, par contre, sur quoi est-ce qu'on va partir. Parce que là, on a, je pense, terminé justement cet arc avec Hajima, mais j'ai toujours l'impression qu'il va se passer un truc avec la 8ème brigade, parce que quand les autres brigades vont être au courant, par exemple, de ce qui s'est passé, qu'ils ont attaqué Hajima et tout, est-ce que il va pas se passer quelque chose? Parce que bon, ok, Hajima contrôle tout, mais si les autres brigades qui sont derrière justement Hajima apprennent que la 8ème brigade commence à enquêter un petit peu sur tout et à foutre le boxion, ben c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine review et pour le prochain épisode. Ciao, ciao!